Vous vous souvenez quand Disney a sorti une comédie estivale sur une chanteuse de bar se cachant de la mafia dans un couvent et qui est devenue, contre toute attente, l'un des plus grands succès de 1992? Sister Act met en vedette Whoopi Goldberg danse le rôle de Dolores Vancardier, une chanteuse de bar de Reno qui assiste au meurtre commis par son petit ami mafieux, joué par Harvey Keitel. Dolores ne choisit pas de se réfugier dans un couvent. Les détectives chargés de son affaire l'y contraignent pour sa propre sécurité, ce qui ne l'enchante guère. Son nouveau refuge est un couvent en difficulté à San Francisco, où elle se heurte à la mère supérieure, une femme intransigeante interprétée par Maggie Smith. Au fil de l'histoire, elle transforme la chorale, jusque-là peu convaincante, en un groupe sensationnel aux accents de Motown, avec l'aide précieuse de Kathy Nimmey, dans le rôle de l'enthousiaste sœur Mary Patrick et de Wendy McKenna, dans celui de la timide sœur Mary Robert. Aujourd'hui, on découvre 15 anecdotes insolites sur Sister Act. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça permet à la chaîne de toucher un public plus large, notamment les fans nostalgiques qui possèdent sans doute la VHS de Sister Act et ont oublié de la rembobiner. B. Midler a refusé le rôle et l'a aussitôt regretté. Sister Act aurait pu être un film avec B. Midler si seulement elle n'avait pas eu peur de porter un habit de nonne. En 1987, le scénariste Paul Erdnick avait écrit le rôle principal spécialement pour elle, le nommant Terry Vancardier. Disney a adoré. Jeffrey Katzenberg l'a appelé, puis l'a rappelé à plusieurs reprises. Mais Midler a systématiquement refusé, prétextant la même chose. Mes fans ne veulent pas me voir avec une guimpe. Après son refus, Disney a paniqué et s'est lancé dans une course contre la montre à Hollywood. Madonna a été envisagée, Cher aussi, même Tracy Ullman. À un moment donné, il réécrivait le scénario si souvent que cela ressemblait moins à un développement qu'à une roulette russe du casting. Finalement, le ciel s'est dégagé et Whoopi Goldberg a pris le relais, a enfilé le costume et s'est totalement approprié le rôle. C'est pour ça qu'on range tout. Et surtout, ne mettez plus de maquillage dans ce sac. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous faites. Des années plus tard, Midler a admis ce que nous pensions tous. Elle a tout gâché. Comme elle l'a dit elle-même, Whoopi a fait fortune avec cette robe. Chapeau! Elle était parfaite dedans. Et vu le succès planétaire des films Sister Act, cette robe lui a sans doute rapporté gros. Mais ce ne la plaignez pas trop. C'est une légende de Broadway, une icône du cinéma, et elle a plus de récompenses que la plupart des gens n'ont d'étagère. Elle va bien. Elle doit simplement vivre avec la certitude que, dans une réalité alternative, sa carrière aurait connu une version encore plus pailletée et avec encore plus de religieuses. Le scénariste a tenté de rencontrer une véritable actrice hollywoodienne, mais en vain. Avant que Sister Act ne devienne la référence absolue des comédies où une chanteuse de cabaret se cache dans un couvent, le scénariste Paul Erdnick a décidé qu'il ferait sans doute mieux de se documenter un peu sur le sujet. Et pas n'importe quelle religieuse. Il voulait rencontrer Mère Dolores Hart. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que Mère Dolores n'était pas une simple starlet hollywoodienne convertie. C'était l'actrice qui avait donné à Elvis Presley son premier baiser à l'écran dans Loving You en 1957. En 1960, elle était devenue une star montante grâce à Where the Boys Are. Hollywood la surnommait la nouvelle Grace Kelly. Puis, en 1963, elle quitta tout pour entrer dans un monastère bénédictin cloîtré du Connecticut. Erdnick se rendit chez Regina Lodis et resta 2 jours. S'imprégna du rythme de vie de l'abbé, mais ne la rencontra jamais. Pourtant, son parcours a profondément marqué l'ADN de Sister Act, une artiste glamour troquant les feux de la rampe pour quelque chose de radicalement différent. Seule Dolores agit ainsi pour esquiver les balles et non pour trouver l'illumination spirituelle. Et c'est là que la boucle est bouclée. Des décennies plus tard, alors que Victoria Clark se préparait à interpréter le rôle de mère supérieure dans la comédie musicale de Broadway, elle rencontra enfin Mère Dolores, qui lui donna une seule consigne. Ne la rendez pas pieuse. Dieu veut notre humanité, non notre divinité. À ce jour, Mère Dolores demeure la seule religieuse membre votante de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Le tournage a commencé sans scénario finalisé, et Whoopi a fait appel à la princesse Leia. Une fois que B. Midler s'est désisté et que Whoopi Goldberg a signé, Disney a paniqué et a donné au scénariste 2 semaines seulement pour réécrire tout le film à la sauce Whoopi. Étonnamment, ce n'était pas suffisant pour transformer un film avec B. Midler en une comédie avec Whoopi Goldberg. Mais le studio avait déjà fixé une date de sortie, alors le tournage a commencé malgré tout, même si le scénario était encore en cours d'écriture.
Le réalisateur Emile Ardellino a parfaitement résumé la situation par la suite. C'est problématique de tourner dans le désordre et de se retrouver soudainement face à une scène qui n'est même pas écrite. C'était le chaos total. Mais, à un moment donné, plusieurs pointures comme Nancy Myers et Robert Harling se relayaient pour réécrire le scénario en cours de production, comme dans une sorte de service d'urgence comique. Et lorsque le scénario a commencé à flancher, Whoopi Goldberg n'a pas attendu que le studio trouve une solution. Elle a fait appel à son atout secret, Carrie Fisher. Fisher est intervenue comme consultante en scénario, sans être créditée, pour peaufiner les dialogues de Whoopi et tenter de maîtriser le chaos en coulisses. Son rôle ne se limitait pas à peaufiner les blagues. Elle aidait Dolores à paraître plus humaine, plus proche de Whoopi et non plus d'un personnage créé pour quelqu'un d'autre après 3 réécritures. Elle est également devenue une sorte de diplomate officieuse sur la production lorsque des tensions sont apparues avec la direction de Disney. De son côté, le scénario original, signé Paul Rudnick, s'est tellement éloigné de sa vision initiale qu'il a demandé à être crédité sous le pseudonyme de Joseph Howard. Quand un scénariste s'est volontairement mis hors jeu dans son propre film, on se doute bien que les choses ont mal tourné. Contre toute attente, grâce à des scénarios de fortune et à une sorte d'intervention divine, ils ont réussi à le sauver. Sister Act, qui était censé être un projet improvisé, est devenu l'une des comédies les plus appréciées de la décennie. Kathy Nash-Jimmy a trouvé sa religieuse dans l'émission Entertainment Tonight. Kathy Niemi n'était pas tout à fait sûre de la façon dont elle allait interpréter une religieuse aussi pétillante et joyeuse, jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur la présentatrice Mary Hart dans l'émission. Elle a raconté avoir vu Hart faire un compliment extrêmement enthousiaste à l'antenne et avoir immédiatement pensé « Oh mon Dieu, c'est ma religieuse ». Mais, et une fois qu'on le sait, le rôle de Sir Mary Patrick prend tout son sens. Elle n'est pas seulement joyeuse, c'est une véritable source de bonne humeur ambulante. La mère supérieure dirige le couvent comme une directrice d'école stricte, mais avec une énergie digne des Jeux olympiques. Et Mary Patrick, dans son coin, fait comme si la répétition de chorale était l'événement le plus palpitant de l'histoire. Si elle crève l'écran, c'est en partie parce que Jimmy s'était déjà forgé une carrière grâce à des interprétations précises, percutantes et engagées. Imaginez un peu, cette fille est un vrai rayon de soleil. Elle finira soit religieuse, soit intendante. Café. Avant Sister Act. Elle était bien connue dans le milieu du théâtre et de la comédie pour le Kathy and Mo Show avec Mo Gaffney, une émission à sketches jouée off-Broadway puis diffusée sur HBO. Elle avait déjà prouvé qu'elle pouvait créer des personnages hauts en couleur sans les caricaturer. Et c'est ce qui fait le succès de Mary Patrick. Elle est pétillante tout en restant authentique. Elle est joyeuse, mais pas bête. C'est le genre de personne qui vous fait rire et vous agace en même temps, et c'est aussi ce qui prouve que c'est vrai. Ce n'était pas la voix de Wendy McKenna, mais c'était tout de même très entraînant. L'une des intrigues secondaires les plus touchantes du film est la façon dont Dolores s'efforce d'aider la timide sœur Mary Robert à s'ouvrir aux autres. Elle était doublée par la chanteuse Andrea Robinson. Robinson fait partie de ces chanteuses de studio que Hollywood appelle lorsqu'il faut qu'un personnage ait soudainement une voix qui donne l'impression qu'il s'est entraîné toute sa vie pour un concert dans une cathédrale. Et c'est ce qui rend l'évolution du personnage de Mary Robert si poignante. Wendy McKenna incarnait à la perfection la peur, l'attitude, la timidité, le désir de ne pas être perçu. Et puis, lorsque le film a besoin de ce moment décisif, la voix de Robinson le rend bouleversant. Whoopi, quant à elle, a interprété ses propres chansons. Toutes, le numéro de lounge à Reno, les répétitions de la chorale, les grands numéros à couper le souffle, chaque note qui sort de la bouche de Dolores Vancardier, c'est Whoopi Goldberg. Pas de doublage, pas de chanteur fantôme, pas de trucage de studio. Et ce n'était pas sans effort. Elle s'est entraînée intensivement avec le coach vocal Mickey Curley et l'arrangeur vocal James Ford pour être sûr de pouvoir assurer ses rôles principaux. Alors quand Dolores chante à plein poumon, je le suivrai devant une église comble, ce n'est pas de la magie de cinéma. C'est la rencontre entre la préparation et la performance. Whoopi était tellement furieuse contre Disney qu'elle a refusé de promouvoir le film. Sister Act est une comédie feel-good qui parle d'harmonie, de pardon et d'affirmation de soi. Mais en coulisses, l'harmonie faisait défaut. Tout ce chaos de réécriture, rien ne s'est arrêté quand ils ont crié « Coupez !» Mais, à la fin du tournage, la relation de Goldberg avec Disney était tellement détériorée que, lors de la sortie de Sister Act, elle a refusé d'en faire la promotion.
Pas d'interviews, pas de tournée promotionnelle, pas de plateau télé. Elle est restée muette. Imaginez un peu. Disney s'apprêtait à sortir une comédie estivale sur des nonnes chantant du karaoke soul, avec une petite touche de Mariah Carey, et l'actrice principale refusait toute interview. Et puis, le film a connu un succès fulgurant. Sister Act est devenu l'un de ces rares succès qui n'ont pas eu besoin de toute la machine promotionnelle hollywoodienne. Le public était au rendez-vous, le bouche à oreille a fonctionné, et la bande originale a grimpé dans les charts Billboard où elle est restée pendant plus d'1 an. Imaginez si Whoopi avait vraiment fait de la promotion du film. Il aurait peut-être fallu construire un deuxième coffre-fort Disney rien que pour y entreposer tout cet argent. Rien n'apaise mieux les tensions au sein d'un studio qu'un succès commercial à 9 chiffres. Service en chambre et comportement des nonnes absolument inquiétants. Pendant le tournage, Kathy Niemi et Wendy McKenna ont décidé de commander du vin et des frites au service d'étage, tout en portant leurs habits. Avant l'arrivée de la commande, Kathy a insisté pour que Wendy s'assoie sur le lit, les yeux rivés sur la télévision branchée sur une chaîne pornographique, afin de provoquer une réaction chez le serveur. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce que Wendy, prise d'un fou rire, perde un pari de $5 avec Kathy. Et puis, il y a la partie de l'histoire qui se déroule au casino de Reno, un moment typique de 1992. L'équipe de production a tourné dans un casino de Reno, ce qui a beaucoup plu aux actrices. Nash Jimmy a dit que c'était génial parce que j'adore jouer. Elle a aussi dit que Wendy McKenna fumait, et elle s'installait à la table du blackjack en tenue de nonne, un verre devant elle, in costume complète, fumant, rotant, jouant comme si le Vatican avait ouvert un salon privé. Imaginez. Vous êtes une personne normale à Reno. Vous essayez de passer une soirée tranquille et insouciante. Et là, vous réalisez que vous perdez de l'argent face à une nonne avec une cigarette et un cocktail. Ce n'est pas un souvenir de vacances. C'est une confession. Whoopi Goldberg est devenue l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Après le fiasco de la production, Whoopi Goldberg a su tirer profit de la situation et devenir elle aussi l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Lorsque Disney l'a contacté pour Sister Act 2, le studio lui a offert entre 7 et 12 millions de dollars, une somme colossale à l'époque où la plupart des actrices principales peinaient à atteindre les 2 ou 3 millions par film. Du jour au lendemain, elle gagnait plus que tout le monde. Tom Cruise avait empoché 12,5 millions de dollars pour quelques bons films la même année, et était considéré comme la référence absolue. Whoopi jouait désormais dans la même cour que les plus grandes stars du cinéma d'action. Comme elle l'a dit elle-même, « Je suis la femme la mieux payée de l'histoire du cinéma. C'est un petit coup de pouce agréable. C'est parfait pour impressionner vos invités lors des dîners. Quand vous me voyez, vous vous dites « Quoi? » Mais elle ne s'est pas contentée d'encaisser le chèque. Elle s'en est servie comme d'un levier. Whoopi avait un projet qui lui tenait à cœur. Sarafina, une comédie musicale dramatique sur la révolte étudiante sud-africaine de 1976 lors du soulèvement de Soweto, a vu Sarafina devenir la première actrice afro-américaine à tourner en Afrique du Sud. Aucun studio hollywoodien n'a voulu s'y intéresser, jugeant le projet trop sombre, trop étranger et manquant de vedettes. Le film a donc été produit indépendamment à l'étranger. Puis, Sister Act a connu un succès phénoménal. Disney tenait absolument à cette suite, et Whoopi a flairé l'opportunité. Elle a dit à Disney, « Vous voulez que je reprenne du service? Alors offrez à Sarafina une véritable sortie en salle aux États-Unis. » Disney a accepté et a programmé le film dans les cinémas américains. Sarafina n'a pas été un succès commercial retentissant, mais il a été vu. Il a été distribué. Et cela a été possible grâce à Whoopi, qui avait parfaitement compris l'influence considérable qu'une comédie à 9 chiffres pouvait avoir. Ils ont transformé des classiques de la pop en tube gospel, puis les ont interprétés en direct et costumés. Soyons honnêtes, l'idée paraît absurde. Prenez des classiques de la pop et du doo-wop, passez-les à la moulinette d'un chœur de nonnes, et espérez que le public ne se révolte pas. Pourtant, Mark Shyman, le génie musical du film, a réussi le pari. Avant de se lancer dans la composition de musique de film, Shyman avait déjà composé pour la télévision et de grands artistes, et Sister Act lui a permis de déployer tout son talent. Assez sacré pour un couvent et assez branché pour un lounge de Reno. Mon gosse est devenu mon dieu. Je le suivrai est devenu un morceau entraînant qui a fait vibrer les foules. Hail Holy Queen a eu droit à une version doo-wop inattendue mais incroyablement réussie. Et la version finale de Shout, un morceau des Isley Brothers de 1959, s'est transformé en une véritable célébration parlementaire. La bande originale n'a pas seulement figuré dans les classements, elle y est restée. L'album est resté 54 semaines dans le Billboard 200,
a été certifié disque d'or et est devenu un de ces disques incontournables, que l'on possède le film ou non. Et voici la preuve que Sister Act est devenu un véritable phénomène culturel. Plus tard, en 1992, Whoopi Goldberg et plusieurs des religieuses du film furent invitées à se produire lors d'une collecte de fonds à Full Habit, interprétant les numéros de chœur du film. Pas une avant-première, pas une tournée promotionnelle, juste une collecte de fonds comme s'il s'agissait d'une tournée artistique. C'est là qu'on sait qu'un film a dépassé le stade de la fiction, quand des religieuses fictives commencent à être engagées pour de vrais événements. L'année 1992, Harvey Keitel et ses 2 films sur les religieuses, pour le moins déroutants. En 1992, il a tourné 2 films sur ce thème, et pourtant, ils étaient radicalement différents. Dans Sister Act, il incarnait Vince LaRocca, un mafieux de Reno dont l'intrigue amoureuse se résume à commanditer l'assassinat de sa petite amie. Keitel passe le film à arpenter les casinos avec l'énergie d'un homme qui refuse de croire qu'il va perdre son ex au profit d'une chorale de couvent. Il est suffisamment menaçant pour constituer une menace crédible, mais aussi assez caricatural pour s'intégrer à une comédie Disney. À un moment donné, ses propres hommes de main refusent de tirer sur Dolores parce qu'elle est habillée comme une nonne. Et Vince doit rester là, complètement exaspéré, à essayer d'expliquer que les habits traditionnels ne confèrent aucune protection divine. Il y eut ensuite l'autre film avec une nonne. La même année, Keitel tenait le rôle principal dans Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, un film brutal et viscéral, à l'opposé des comédies Disney légères et optimistes. Martin Scorsese le qualifia plus tard de l'un des meilleurs films de la décennie. L'un des films propose des répétitions de chorale et des relookings inspirants. L'autre, en gros, raconte l'histoire d'un homme qui s'autodétruit pendant 96 minutes sous le regard accusateur de la culpabilité catholique. Voilà le hic. Keitel a été engagé pour Sister Act alors que Bette Midler était encore pressentie pour le projet. Lorsque Whoopi Goldberg a rejoint l'équipe, les producteurs ont proposé de racheter son contrat et de confier le rôle à un autre acteur. Il a décliné l'offre et a décidé de rester sur le projet. Peut-être avait-il perçu quelque chose dans le scénario. Peut-être voulait-il simplement explorer d'autres facettes de son talent. Quoi qu'il en soit, l'acteur est passé du rôle de méchant Disney à l'une des performances les plus brutes des années 90 en l'espace d'1 an. 2 films sans intérêt, le même acteur, la même année, des ambiances radicalement différentes. Harvey Keitel était un personnage complexe. Le film a été adapté en comédie musicale à Broadway. Sister Act ne s'est pas contenté d'être un film à succès et un phénomène VHS. Il est devenu une véritable comédie musicale à Broadway. Car dès que Hollywood sent le succès assuré, il se met à fredonner les airs de comédie musicale. Sister Act a été créé à Broadway en 2011 et a reçu de nombreuses nominations aux Tony Awards. Malheureusement pour eux, c'était aussi l'année où The Book of Mormon a triomphé aux Tony Awards, transformant la saison des récompenses en une véritable tournée de victoire. Mais le spectacle a tout de même fait parler de lui, notamment grâce à l'essor qu'il a permis à un large public de découvrir Patina Miller. Elle a créé le rôle de Dolores sur scène et est devenue l'une des révélations de la comédie musicale. Grâce à son succès, ce succès s'est confirmé non seulement au cinéma, mais aussi sur scène. La version théâtrale a marqué un tournant décisif dans sa carrière d'actrice principale. 2 ans plus tard, elle a remporté le Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour Pippin. Sister Act n'était pas qu'une simple adaptation de film. La comédie musicale a lancé des carrières. Et voici le retournement de situation. Lorsque le spectacle a été présenté dans le West End londonien, Whoopi Goldberg y a fait une apparition, mais cette fois-ci dans le rôle de la mère supérieure. Elle est donc revenue en se disant « J'ai déjà fait la partie la plus amusante. Mais, maintenant, permettez-moi de me tenir ici et de juger tout le monde. » Ce qui est honnêtement la façon la plus géniale qui soit de revisiter sa propre franchise. Techniquement, les religieuses portent le mauvais habit, mais personne n'y a prêté attention. Dans Sister Act, les sœurs s'identifient fièrement comme carmélites, ce qui pose problème car aucun habit vu à l'écran n'est réellement carmélite. L'ordre des carmélites est contemplatif, cloîtré et paisible. Beaucoup de prières, beaucoup de silence, et très peu de temps pour traquer des gangsters ou transformer la chorale du quartier en revue musicale. Si de vraies carmélites voyaient ce que ces religieuses de cinéma ont fait, elles auraient besoin d'un second vœu pour digérer ça. Les habits que portent les actrices ressemblent beaucoup plus aux tenues des sœurs de Saint-Joseph du Tiers-Ordre de Saint-François, un nom si long qu'il sonne comme un vers-langue inventé par un séminariste épuisé.
C'est sans doute pourquoi les réalisateurs ont opté pour le terme « carmélite ». C'est plus court, plus clair, et personne ne met le film en pause pour chercher des informations sur les ordres religieux. Le fait que Sir Mary Robert porte un habit différent est cependant exact. Elle n'est pas encore une religieuse à part entière, elle est novice, et lorsqu'elle prononcera ses vœux définitifs, elle portera alors l'habit complet. Dans l'ensemble, les habitudes n'étaient pas tout à fait exactes, mais dans un film où le programme de protection des témoins signifie apparemment rejoindre une chorale et se produire en direct à la télévision, l'authenticité des costumes figure à peine parmi les 20 choses qu'on vous demande d'accepter. Un film à 31 millions de dollars sur des religieuses chanteuses a rapporté plus de 231 millions de dollars et est devenu la VHS la plus louée. Sister Act a coûté 31 millions de dollars à produire, un budget modeste pour le début des années 90. Pourtant, le film a engrangé 231,6 millions de dollars à travers le monde. Durant l'été 1992, il a occupé la deuxième place du box-office américain pendant 4 semaines consécutives. Voyez plutôt la concurrence. Entre L'Arme Fatale 3, Jeux de guerre, Batman, Le Défi, des films d'espionnage et de super-héros au budget faramineux, Sister Act débarque tranquillement avec ses harmonies et son style décontracté. Aux États-Unis, le film a engrangé 139,6 millions de dollars, se classant parmi les plus gros succès de l'année. Puis, grâce à la vidéo, il est devenu un véritable phénomène de société. Après le triomphe de Sister Act au cinéma, la VHS est sortie en novembre 1992 et est rapidement devenue la pièce maîtresse de toutes les collections de films à succès. C'était la VHS la plus louée de 1993, ce qui signifie qu'un pays entier a passé une année entière à se disputer ce petit bijou de plastique et que la moitié des emprunteurs l'ont rendu sans même la rembobiner, comme des voleurs. À une époque où vos projets de week-end dépendaient du retour d'une cassette avec une étiquette en papier, Sister Act régnait en maître. Tout le monde pensait avoir inventé les nonnes chantantes et a même intenté un procès à Disney. Le succès phénoménal de Sister Act a soudainement fait croire à tout le monde que l'idée de la nonne chantante avait été inventée. Disney eut à peine le temps de savourer le succès du film au box-office que les poursuites judiciaires commencèrent. Le 10 juin 1993, Donna Douglas, plus connue sous le nom d'Ellie Mae Clampett dans la série Les Beverly Hillbillies, et son compagnon Kurt Wilson déposèrent une plainte de 200 millions de dollars contre Disney, Whoopi Goldberg, Bette Midler, leur société de production et leur agence artistique. Ils affirmaient que le film était un plagiat de leur livre A Nun in the Closet, dont ils possédaient les droits. Douglas et Wilson ont déclaré avoir développé un scénario pour le livre en 1985 et l'avoir soumis à Disney. Goldberg et Midler à 3 reprises en 1987 et 1988. Ils ont également affirmé que le film contenait plus de 100 similitudes avec leur œuvre. En 1994, Douglas et Wilson refusèrent une offre d'1 million de dollars pour régler l'affaire à l'amiable. Le juge trancha en faveur de Walt Disney Pictures et des autres défendeurs. Wilson déclara alors qu'ils auraient dû copier nos contenus mot pour que nous obtenions gain de cause. Et ce n'était que le début. En 2011, Dolores Blakely, une religieuse de Harlem, a poursuivi Disney et Sony en justice, réclamant 1 milliard de dollars de dommages et intérêts. Elle affirmait que le film et la comédie musicale de Broadway s'étaient inspirés de son histoire. Elle s'appuyait notamment sur son autobiographie de 1987, The Harlem Street Nun, relatant son expérience de jeune religieuse noire utilisant la musique pour aider les jeunes défavorisés. Blakely a déclaré avoir envoyé son livre à un producteur qui a ensuite travaillé sur le film. Disney a nié tout lien, et la Cour suprême de New York a acquiescé et a rejeté l'affaire avec préjudice. 2 procès, 2 défaites, aucun dommage et intérêt, et la certitude absolue que le fait de ne chanter aucun chant était un concept si rare qu'il ne pouvait provenir que d'eux. Un scénario qui ne se produirait jamais dans la vraie vie. Soyons clairs sur un point. Tout le scénario de Sister Act s'effondre dès qu'on y applique un tant soit peu de logique réaliste. Et c'est en partie ce qui explique son succès. Dans le véritable programme de protection des témoins aux États-Unis, les agents ne placent pas les témoins dans des couvents catholiques en leur demandant de se fondre dans la masse. Ce n'est pas une stratégie de relocalisation. Voilà le scénario idéal pour un podcast de True Crime. La protection des témoins, dans la vraie vie, repose sur l'anonymat. On vous donne un nouveau nom,
Un appartement banal, peut-être un boulot dans une quincaillerie paumée. Ce qui ne vous attend pas, c'est une place de choix dans une chorale qui finit par se produire à la télévision nationale. Whittak évite précisément les communautés soudées car les étrangers y sont repérés. Dolores aurait tout aussi bien pu arriver vêtue d'une veste à paillettes avec l'inscription « Parlez-moi de mon passé ». De plus, la politique du gouvernement américain interdit de dissimuler des agents ou de placer des témoins sous de fausses identités, se faisant passer pour des membres du clergé, du corps de la paix, des journalistes ou des membres des médias. Avez-vous vu ce dont il est capable? Un seul ball, c'est tout ce qu'il faudra. Les personnes exerçant ces professions sont considérées comme particulièrement vulnérables et une telle situation les exposerait collectivement à des risques. Les réalisateurs en étaient bien sûr conscients, mais reconnaître cette réalité aurait ruiné le film. Il n'y a rien de comique à voir Witness déménager dans un centre commercial de l'Ohio et vendre discrètement des assurances pendant 3 ans. Alors, tout le monde a accepté l'idée que les agents fédéraux se sont dit « Vous savez ce qui la protégera? Lui acheter des solos et une apparition à la télévision. » Rien de tout cela dans le moindre sens. Mais Sister Act assume tellement son côté absurde qu'on finit par s'en désintéresser. C'est complètement déconnecté de la réalité. Mais c'est absolument hilarant. Voilà. King's Anecdotes Insolites sur Sister Act. Dites-nous en commentaire quelle anecdote vous a le plus surpris et quel film vous aimeriez qu'on analyse ensuite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. À bientôt.